Merci de me passer la parole. Bon après-midi à tous. Merci une fois de plus de nous donner l'occasion cet après-midi de parler de la science, et plus précisément des rapports que la science entretient avec le droit. Et comme vous l'avez dit, docteur Dandé, qu'il aurait cru pourtant. Mais de tout temps, ce qu'il faut dire, c'est que de tout temps, le droit et biologie ont eu des rapports tantôt conflictuels, tantôt pacifiques. Et ces rapports se sont complexifiés davantage avec les pratiques de la PMA. Et on l'a rappelé tout à l'heure par le professeur Kamwe. Ces pratiques étaient réelles, bien réelles au Cameroun depuis les années 90. Et dans la stricte illégalité, on le dira ainsi, mais bien connue de tous, parce que on pouvait, dans n'importe quel média, voir les prouesses qui se faisaient déjà au Cameroun. Et on a eu la fondation, même Chantal Biya qu'on connaît, qui a pour principal objectif d'effectuer ces différentes pratiques-là. Personnellement, j'ai approché ces personnes qui les pratiquaient. Certains m'ont reçu, d'autres non. Et elles disaient qu'elles se basaient sur les recommandations internationales, mais elles vont vous répondre juste de façon assez légère. On ne va pas vous permettre d'aller véritablement en profondeur. C'est dire que chaque centre faisait comme il entendait véritablement. Il n'y avait pas d'encadrement juridique. Mais avec la loi de 2022 qui a été consacrée justement plus de 20 ans plus tard, pratiquement 25 ans plus tard, on peut se réjouir peut-être que ces pratiques auront été réglementées. Mais pouvons-nous réellement nous réjouir? On l'a déjà entendu un peu avec les professeurs du professeur Kamwe. Certains ont dit, quand on a commencé ces pratiques, que le droit de la famille serait bouleversé. D'autres auteurs ont dit non. L'objectif du droit de la famille étant de fonder la famille justement avec les enfants, parents et enfants. Les PMA ont également pour objectif de donner des enfants aux familles. Donc on resterait dans le même but, ce serait la même finalité. Pourtant, à y regarder de près, on peut dire effectivement que non, il y a réellement une mutation profonde. Et au début de la consécration des règles devant encadrer les PMA, les législateurs ont été clairs. Je prends pour preuve dans le préambule de la loi espagnole de 1988 sur les PMA, le législateur dit ceci: le travail du législateur doit s'ajuster à la vérité biologique de notre temps et à son interprétation sociologique. En d'autres termes, le droit se réduit à une simple machinerie régulatrice à l'écoute du seul discours biologique de la vérité humaine. C'est-à-dire qu'avec de tels discours, la biologisation du droit de la famille était inévitable. C'est-à-dire l'importation des résultats biologiques dans le dispositif du droit de la famille. Revoit les règles du droit de la famille sous le prisme de la biologie. Mais seulement ce faisant, on a assisté à une mutation véritablement profonde du droit de la famille et il est question pour nous cet après-midi de passer en revue un peu l'étendue de ces mutations. Et parce que si le droit ne réinterroge pas réellement son fondement et ses finalités, on peut s'attendre à ce que le droit de la famille soit complètement changé et bouleversé. Alors, nous avons retenu 2 points qui montrent que le droit de la famille est véritablement bouleversé du fait de cette biologisation du droit de la famille. Le premier est celui du recul, le recul du fondement du droit de la famille. Et ensuite, on assiste à un nouveau processus de création de la famille. Pour ce qui est du premier point, en ce qui concerne le recul du fondement du droit de la famille, tout d'abord, on a placé le couple et l'enfant comme le fondement du droit de la famille. Le couple se réunit selon une forme institutionnelle, le mariage. Ils se marient dans le but de fonder une famille. Une fois que ces enfants sont présents, on est en présence de la famille nucléaire, mais qui ne se résume pas uniquement à la famille nucléaire. Nous avons également la famille étendue. Tout cela fait partie de la famille. Mais seulement,
avec les pratiques de procréation médicalement assistée, ce fondement a été profondément secoué et a mis au devant de la scène un supposé nouveau fondement en droit de la famille, à savoir celui du droit à l'enfant. Du droit à l'enfant que beaucoup posent sur le droit de l'homme de se marier, le droit de fonder une famille et de se marier. Et ce droit à l'enfant aura également à bouleverser des concepts traditionnels qu'on croyait connaître et comprendre, à savoir l'enfant, le père, les pères et mères. Pour ce qui est du droit à l'enfant, le droit à l'enfant, pour certains, doit être classé parmi les droits de l'homme. C'est un droit de l'homme similaire au droit de se marier, au droit de fonder une famille. Puisqu'il est reconnu à chaque individu de fonder une famille, alors on devrait reconnaître à chaque individu le droit à l'enfant. Et ce droit à l'enfant suppose que, pour ceux qui sont pour ce droit à l'enfant, suppose qu'il s'agit d'un droit à liberté. Il n'a pas besoin pour exister de l'ingérence des tiers. Du moment où l'individu veut, qu'il soit marié ou pas, que soit sa condition, il peut avoir un enfant comme il le désire et quand il le désire. Et c'est également en vertu de ce droit à l'enfant que, de façon opposée, une femme peut mettre un terme à sa grossesse quand elle le veut et comme elle le veut. Parce que c'est son droit, le droit à l'enfant suppose qu'elle peut l'exercer comme elle peut ne pas l'exercer. Et son non-exercice voudrait qu'elle puisse mettre un terme à sa grossesse quand elle le veut. On comprend pourquoi il y a l'interruption volontaire de la grossesse qui, sous d'autres cieux, est ainsi appelée. Or, en droit camerounais, par exemple, on parle encore d'avortement et non d'interruption volontaire de la grossesse, et ce qui vaut son pesant d'or. Et on l'a vu récemment, même en France, en mars dernier, ce droit a été constitutionnalisé, c'est-à-dire désormais c'est un droit fondamental. Chaque femme peut mettre un terme à sa grossesse parce qu'elle ne veut pas un enfant. C'est là l'exercice du droit à l'enfant. Et en droit américain même, c'est un droit de la personnalité. Ça fait partie des droits de la personnalité. C'est des droits fondamentaux. Chaque femme, en vertu de la disposition qu'elle a de son corps, peut avoir un enfant si elle le veut ou pas. Et il ne s'agit pas seulement des femmes, il faut l'étendre à tous les individus. Comme on l'a dit, il s'agit d'un droit liberté. Certains y voient un droit créant, c'est-à-dire, oui, c'est un droit faisant partie des droits de l'homme. Mais en plus, il faudrait que, puisque une personne toute seule, en exerçant son droit à l'enfant, ne peut pas avoir l'enfant qu'elle veut, comme elle le veut, il faut nécessairement l'accompagnement de l'État. Voilà pourquoi certains disent que c'est un droit créance qui nécessite que l'État puisse accompagner toutes ces personnes, aménager ce droit de telle sorte que chaque personne qui désire avoir un enfant puisse l'avoir et comme elle le désire. Et ils l'ont classé parmi le droit à la santé. Très souvent, ceux qui vont recourir au PMA, c'est parce qu'ils ont un problème de santé. Et la stérilité est vue comme un mal-être. Et s'il s'agit d'un mal-être, il s'agit donc d'un problème de santé. Alors le droit à l'enfant fait partie du droit à la santé. Pour ceux qui sont opposés au droit à l'enfant, pour eux, un droit à l'enfant n'existe pas. On ne saurait parler de droit à l'enfant parce que l'enfant dont on parle n'est pas une chose. Et en se référant à la philosophie des droits de l'homme, l'être humain, la personne humaine reste la fin du droit. Elle n'est pas un objet. Il ne peut pas être utilisé comme un moyen. Alors il n'existe pas de droit à l'enfant. Sinon, on aboutirait dans une situation où chaque individu aurait un enfant sur mesure. C'est-à-dire, puisque j'ai le droit à l'enfant, c'est pas le droit à n'importe quel enfant, c'est un enfant comme je le veux, tel que je le veux. On commande maintenant la couleur de cheveux, la couleur des yeux, la taille, le teint, la corpulence, et comme on sait, on valorise peut-être les grosses lèvres, et ainsi de suite. Et on entrerait donc dans cette situation-là. Et pour le professeur François Terré, il dit, il faut se rappeler que l'être souhaité est une personne et non une chose.
Et en se basant sur l'article 2 de la loi sur la procréation médicalement assistée du Cameroun, quand on lit les conditions d'exclusion, ou bien alors les conditions d'ouverture au PMA, on se rend compte que les procréations médicalement assistées sont ouvertes à une catégorie de personnes, celles dont la stérilité ou l'hypofertilité a été médicalement diagnostiquée, ou alors ceux qui ont des maladies graves et qui ne voudraient pas que ces maladies soient transmises aux enfants. Alors ils peuvent passer par les PMA. Et ces personnes, on comprend donc que toutes les autres sont exclues. C'est dire donc que le droit camerounais prend position pour l'inexistence d'un droit à l'enfant. Mais là, ce sera juste, on dira, une position, oui, qu'on peut tirer de ces conclusions, de ces conditions. Mais en examinant les règles, on se rend compte que le droit, néanmoins, semble dire que du moment où vous êtes dans ce cadre-là, vous pouvez avoir l'enfant que vous voulez, comme vous le voulez et quand vous le voulez. Et ce qui amène à penser et à dire que le droit à l'enfant, même s'il est expressément écarté en droit camerounais, implicitement, on le reconnaît néanmoins. Et c'est pour cela que le statut des différentes personnes qui composent le droit de la famille, c'est-à-dire le couple et l'enfant, va également en prendre un coup venant de ce droit à l'enfant. Il s'agit déjà de l'enfant. Comment considérer l'enfant désormais en droit de la famille? Est-ce toujours une personne ou alors un objet? Avec l'étude de ces différentes règles, on se rend compte que l'enfant est considéré comme un objet. Est-ce qu'on va dire qu'il s'agit d'une personne représentée au contrat? Certains endroits, mais particulièrement dit, il s'agit d'une personne représentée au contrat parce que le point essentiel dans l'établissement, bien dans le processus de la PMA, c'est l'existence d'une convention. Il faut un contrat entre le centre qui les pratique et les donneurs, ou alors une convention entre le centre qui le pratique et les demandeurs. Et du moment où on s'assoit pour négocier, on négocie quoi? On négocie la production d'un enfant. Et on ne doit pas passer par 4 chemins, on reconnaît par là que l'enfant est tout simplement un objet. Et c'est dans cette convention que on décidera donc de la venue de cet enfant-là. Or, en le faisant, parce qu'on décide de la venue de cet enfant, on va tomber également donc une fois que l'embryon est fait. Puisque quand on entre dans ce processus, généralement, on ne féconde pas un seul embryon, on en fait plusieurs. On va souvent congeler certains. Donc, il y aura certains embryons qui vont rester congelés. Et les parents ou alors les demandeurs du projet ont l'obligation de décider de ce qu'on fera plus tard de ces embryons qu'on n'aura pas implantés. Ils doivent donc prendre la décision les concernant. C'est alors là que se pose le problème de la sélection d'enfants. Est-ce que par les PMA, on ne va pas entrer dans une sorte d'eugénisme, puisque dans le contrat, on négocie. Vraiment, les négociations peuvent aller jusqu'au terme de l'enfant que vous désirez. Ça voudrait dire que quand on va choisir le donneur, on tient compte des caractéristiques que vous avez demandées, comment vous voudriez que votre enfant soit. Et il faut donc sélectionner, il faut purifier et traiter ces différents gamètes. Une fois que c'est fait, il faut également examiner, s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie qui soit transmissible. Avec tout cela, on se rend compte que on va forcément tomber dans un certain eugénisme où on ne voudra pas de certains types d'enfants. Je ne vois pas quel parent va demander que son enfant naisse autiste. Jamais. Mais pourtant, plusieurs parents d'enfants autistes ne souhaiteraient pas que leur enfant meure. Jamais. Beaucoup, au contraire, sacrifient leur temps, le travail pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Mais, dès la négociation du contrat, on peut déjà décider de comment sera l'enfant. Donc, on tombe là, qu'on le veuille ou pas, dans un eugénisme, de telle sorte qu'à la longue, on aura une société composée de tel et de tel type de personnes ayant exclu d'autres, comme les enfants handicapés. Mais un point, en parlant de ça, important à relever, c'est qu'il ne faut pas oublier que, et cela est déjà arrivé, que justement plus tard, les parents qui seront passés par les PMA, ou alors l'enfant même qui en sera issu, peut plus tard
saisir le juge pour des actions en réparation de certains préjudices. Les parents, en droit américain, on parle du wrongful birth action et encore du wrongful life action. Le wrongful birth action, c'est les parents qui saisissent le juge pour obtenir réparation parce que le diagnostic a été mal fait. On a procédé à la fécondation. Il y a eu des diagnostics préimplantatoires, mais on a omis de leur dire qu'il y avait une maladie délétère et plus tard, ils accouchent d'un enfant qui est handicapé et sérieusement handicapé. Ils ne veulent pas d'un tel enfant. Alors, ils saisissent le juge pour réparation. Également, l'enfant, même lui, plus tard, peut dire que suite à ce mauvais diagnostic, cette erreur de diagnostic, il est né avec tous ces handicaps-là et cela l'empêche de vivre pleinement. Et il peut également saisir le juge contre le centre. On a vu certains enfants même saisir le juge contre leurs parents, que leurs parents auraient dû les avorter quand ils ont appris qu'ils avaient ce handicap-là. Et les parents, à leur tour, se tournant vers le centre, disant que le centre n'a pas fait ce qu'il fallait, peut-être n'a pas donné l'information complète, ou alors a fait une erreur de diagnostic. Donc, voilà les dérives auxquelles on part. Dérives parce que le droit français, une affaire ainsi a éclaté en France dans les années 2000 et on a justement indemnisé l'enfant en question, les parents et leurs enfants. Mais le législateur français est revenu sur la question et a promulgué, a consacré une loi contre ce type de demande en réparation en disant que oui, on peut reconnaître que l'enfant est handicapé, l'État va se charger de ses besoins, mais il ne faut pas qu'on aille jusqu'à ce point parce que justement on va tomber dans le génisme, on va tomber dans la classification des hommes, qu'il y a des hommes qui sont bien et il y a des sous-hommes. Et on appelait cette loi la loi anti-perruche. L'autre problème que posent les PMA, c'est les mutations des concepts de père et mère. On sait qui est le père, on sait qui est la mère, la personne qui accouche, la mère qui accouche est la mère de l'enfant, le père c'est le mari de la mère, ces différentes présomptions-là. Mais avec les PMA, les présomptions sont mises de côté. Et la loi dit que la filiation d'ailleurs est établie d'office. Du moment où on signe la convention, c'est le fait d'avoir signé la convention qui fait de vous les parents de l'enfant qui va naître plus tard. Donc techniquement, il faut distinguer les pères géniteurs, la mère gestatrice, parce que la mère peut porter l'enfant sans que ce soit elle qui soit la donneuse de la gamète. Une autre femme a donné l'ovule et elle a juste porté l'enfant. Là, elle est juste mère gestatrice. Elle a distingué également du père et des parents d'intention, c'est-à-dire ceux qui n'ont ni donné gamète, ni porté l'enfant. Ils ont juste signé, ils avaient juste l'intention d'être parents, on les appelle pères d'intention, parents d'intention. Et ils sont pères du moment où ils ont signé la convention et c'est la seule chose qui importe. Soit, mais on se dirige là vers plusieurs impasses. On a dit qu'il s'agit d'une convention qui peut être annulée ou résiliée. En cas de résiliation ou d'annulation, que devient donc l'enfant? Ça veut dire je me retire, je ne veux plus être parent. Parce que c'est la volonté qui a conduit à devenir parent, pas ma volonté. Je peux également cesser d'être le père ou la mère de l'enfant qui est en route. Soit, si l'enfant n'a pas encore été conçu, peut-être il n'y aura pas de problème. Mais si l'enfant a déjà été conçu, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Est-ce qu'on va continuer sa gestation pour qu'il puisse naître sans parent? Ou alors, ce qui est sur certains projets vont être caducs si l'embryon avait seulement été, si l'œuf avait essentiellement été fécondé, mais non encore implanté. Mais qu'est-ce qu'on en fera plus tard? En plus, avec l'anonymat qui est requis, l'anonymat des donneurs, on vient là empêcher les enfants plus tard de pouvoir faire un lien entre eux et les éventuels donneurs. Même comme dans certaines législations de plus en plus, en Occident particulièrement, à la majorité, l'enfant peut, s'il le veut, avoir des informations sur le donneur et non chercher à établir une quelconque filiation avec le donneur, mais chercher néanmoins à connaître qui est son père. L'autre point qui est bouleversé en droit de la famille, c'est le processus de création de la famille. On connaissait le mariage, mais avec les PMA, le mariage a tendance à décliner. Parce que déjà, la PMA est déjà ouverte aux concubins. Il suffit de prouver qu'on vit ensemble depuis longtemps et on fait une enquête pour vérifier.
Maintenant, est-ce que les enquêtes vont être faites? On sait comment toutes ces choses-là se passent. Et aussi, il y a une brèche qui est ouverte aux personnes seules. C'est vrai, on dit, il faut être vivant, il faut être en couple, marié ou non. Mais néanmoins, on permet aux personnes seules de pouvoir se faire prélever et garder leurs gamètes à titre conservatoire ou préventif, dans le cas où ils vont subir des traitements ou des activités qui pourraient altérer leur stérilité. Alors, on leur permet de pouvoir faire des prélèvements et conserver. Plus tard, ils auront l'occasion donc de pouvoir procéder à des paiements. On peut les faire même pour les enfants. Et ça, c'est à la demande des parents. À la demande des parents. Les parents peuvent les faire pour leurs enfants. Mais la question est-ce que ce n'est pas la voie qui est ouverte au paiement pour les personnes seules? Donc, on va vers la création des familles sans père pour les femmes seules ou sans mère si c'est un homme qui se présente. Et on entre là dans une grande impasse parce que le droit qui se fait protecteur des personnes vulnérables crée plutôt des vulnérabilités. L'autre point de remodelage de la famille est celui de la contractualisation de la parentalité. Comme on le disait tantôt, c'est désormais par contrat qu'on devient parent. On décide de quand et comment devenir parent, quel genre d'enfant on veut, et le sort des embryons plus tard. Ainsi, on donne une grande place à la volonté et on va là vers un individualisme effréné. Et avec cette parentalité conventionnelle qui est soumise à tous les aléas du contrat, comme on l'a dit, on va entrer dans l'annulation des contrats, la résiliation et les questions de responsabilité. Et il faudra qualifier, redéfinir vraiment les qualifications. S'il y a, par exemple, en cas de destruction par inadvertance des embryons, remise par erreur à un autre couple, erreur de manipulation, est-ce qu'on sera dans la destruction des biens? Est-ce qu'on sera dans le vol des embryons, des gamètes? Est-ce qu'on sera dans l'infanticide? Donc, c'est autant de questions, comme celle des procréations post-mortem, c'est-à-dire après la mort d'un individu. Parce que ces questions se sont également posées. Vous avez gardé vos embryons. Plus tard, l'un des couples décède. C'est vrai, la loi dit une fois qu'il y a décès, il y a fin du projet. Mais certains disent non, elles préfèrent qu'il y a une sorte de... C'est illogique de ne pas utiliser leurs propres embryons, mais d'avoir la possibilité d'utiliser un embryon inconnu. Vous voyez, donc on est vraiment dans une grande impasse en ce qui concerne les procréations post-mortem. Et pour conclure, on dira que les procréations médicalement assistées, particulièrement celles faites avec donneur, nous placent tous devant une grande impasse. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que des solutions, on va dire, les moins mauvaises possibles. Parce que le droit est entré dans une sorte d'acquiescement des recherches scientifiques. La science avance, il y a des avancées biotechnologiques, on nous informe, on informe aux juristes et puis le droit est là pour acquiescer tout simplement. Donc, toutes ces questions rappellent à tous ceux qui réfléchissent, non seulement aux juristes, que devrait faire le droit? Est-ce que le droit devrait-il continuellement demeurer un suiveur et acquiescer toutes les avancées technologiques au prix de l'objet et de la finalité du droit qui est de respecter et de protéger la dignité humaine et la personne humaine en elle-même. Merci.